Moi, j'ai été agréablement surpris par rapport à la santé économique de notre pays et agréablement surpris aussi par rapport à l'exploitation que le gouvernement a pu faire de cet environnement favorable et que le gouvernement a pu prendre au profit pour la mise en place et l'exécution du budget 2024. J'ai été aussi impressionné par le niveau d'exécution de ce budget au 30 juin 2024. Et quand tu vois, la plupart des ratios sont au-delà de 50%. C'est très, très encourageant. Et ça veut dire que si ça continue comme ça, en décembre 2024, on aurait atteint les 100% de l'exécution du budget. C'est très, très important et c'est très intéressant à vivre parce que nous connaissons un peu comment ça se fait dans nos pays, surtout dans nos pays en voie de développement. Évidemment, ça nous éclaire sur la possibilité du gouvernement de mobiliser des ressources naturelles, les ressources financières. Si ce que nous avons eu comme information s'avérait exact, je crois que le gouvernement a une forte potentialité de mobilisation des recettes. Et si il arrivait que le gouvernement demandait davantage, ça veut dire qu'il a la possibilité d'atteindre ces performances-là. Donc, ce que nous avons fait permet de faire des projections sur l'année 2025. C'est bien normal que pendant un premier semestre, que le gouvernement puisse mettre à disposition des députés comment le budget a été géré, puis surtout par des députés. Donc je suis très satisfait des résultats obtenus pendant cet atelier. Sans ces ateliers, quand on ramène le budget chaque fois, c'est que les gens seront sceptiques à accepter. On ne peut pas, tu n'as pas compris quelque chose, et tu l'acceptes, c'est pas bien. Donc ça va permettre aux députés de voir le dessous de l'exécution de ces budgets-là. Le premier mobile, c'est naturellement le renforcement des capacités des députés pour leur permettre d'être à même de jouer convenablement leur rôle de contrôle de l'action du gouvernement. Et le second objectif, c'est spécifique, c'est que nous avons ciblé les objectifs de développement durable. Vous savez que le Bénin est partenaire de ces ODD et a fait son choix clairement sur l'ensemble d'ODD, a fait sa priorisation. Donc les parlementaires que nous sommes devons être outillés pour pouvoir, à chaque fois que le budget de l'État nous est soumis, que nous puissions voir si le budget est sensible aux ODD. Mais si les parlementaires ne sont pas outillés, ils ne pourront pas avoir cette lecture-là. Nous sommes à 9 ans de la mise en œuvre des ODD pour l'année 2030 et qu'il reste à 6 ans et que nous sommes à 55% de l'atteinte des objectifs et qu'en tant que député, nous devons faire en sorte que le gouvernement accélère la mise en place de ces dispositifs pour que les objectifs soient atteints. Les ODD, c'est un instrument manipulé par l'exécutif, pas en accord avec l'Assemblée. Il faut que l'Assemblée ait sa façon de voir et d'accompagner. Par exemple, auprès des populations, si déjà au niveau des députés, il y a un besoin de maîtriser l'instrument, imaginez-vous ce que ce serait dans le peuple. Or, c'est très important de savoir chaque politique qu'on met en œuvre au Bénin, sur le plan santé, sur le plan éducation, comment on a évolué. Et c'est pour ça que je crois l'idée de créer un cadre de concertation entre l'Assemblée et le gouvernement pour permettre que les députés qui sont à l'Assemblée suivent au fur et à mesure les choses serait une affaire
qui nous paraît fondamentale. Dans la commune d'Ifanyi, Itakpako, village situé dans l'arrondissement de Kokoumolou, le climat d'insécurité prend une tournure inquiétante. Il aura été fusillé par des malfrats qui ont arraché sa moto et ses téléphones portables. Il est revenu d'une cérémonie, puis est retourné sur une autre de sortie d'enfants où il recevait d'incessants appels téléphoniques. Il a dû revenir à la maison en urgence, puis a déclaré à ses épouses en sortant à nouveau qu'il se rendait à Banigbe. C'est en chemin pour Banigbe qu'il a donc été abattu. Suite à l'assassinat tragique du chef du village d'Itakpako, survenu dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 octobre 2024, le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Gbagbo Vlavonou, s'est rendu sur place pour présenter ses condoléances à la famille endeuillée. Nous recevons vos condoléances et prions pour vous, tel que le faisait le chef du village. Il avait l'habitude, pendant ses prises de parole, de beaucoup prier avant de dire quoi que ce soit. Que vous soyez épargnés de toute malveillance. Vous serez pour nous un père, tel que vous l'êtes pour le défunt, pour tout le village d'Itakpako, la commune d'Ifanyi, et pour tout le Bénin. Que Dieu vous élève davantage. Nous vous remercions. Nous sommes venus pour rassurer la population, non seulement la population d'Itakpako, d'Ifanyi ou bien du plateau, mais de tout le Bénin entier. Parce que à l'approche aujourd'hui des fêtes de fin d'année, Noël s'approche, 1er janvier s'approche, l'Épiphanie s'approche. L'ensemble de toutes ces fêtes-là donne l'occasion aux malfrats de commencer par taper fort. Et notre responsabilité est de rassurer la population en commençant par les encouragements aux éléments de la police républicaine qui fait un travail formidable. Nous avons appris lorsque le coup a eu lieu comment la police républicaine a fait tous les efforts possibles pour retrouver les intéressés, mais étant à la limite de la frontière et ils n'ont pas pu mettre la main sur l'intéressé. Il a par ailleurs souligné la nécessité d'une mobilisation collective pour faire face aux menaces sécuritaires qui pèsent sur le pays en mettant l'accent sur le rôle capital des autorités locales. Le président a également salué les efforts de la police républicaine qui, malgré les difficultés rencontrées, continue de travailler sans relâche pour assurer la sécurité des citoyens. Le message que nous sommes venus porter à l'occasion de cet événement, c'est de renseigner les forces de l'ordre. Parce que les forces de l'ordre ne peuvent pas s'aligner derrière chaque individu ou bien chaque responsable. Il faut qu'ils donnent les renseignements. Ne pas donner les renseignements, c'est être complice. Alors, je profite pour porter ce message-là à tous les responsables pour dire, lorsqu'il y a un étranger qui arrive dans un milieu, on ne le connaît pas, il faut avertir la police. Lorsqu'il y a une figure bizarre qui rentre dans le milieu et qu'on ne connaît pas, il faut avertir la police. Qu'il ne soit pas fatigué de donner les renseignements à la police républicaine ou bien aux forces de défense et de sécurité selon là où ils sont. Cet appel à la responsabilité et à la vigilance résonne comme une nécessité impérieuse pour garantir la sécurité des Béninois, particulièrement en cette période délicate de l'année. Monsieur le ministre, je vous prie de recevoir mes sincères remerciements pour la confiance que vous avez placée en moi. En effet, 8 ans durant, de 2016 à 2024, vous m'avez donné le privilège d'apprendre tant de choses à vos côtés, à divers postes, ainsi qu'il suit. Du 16 novembre 2016 au 30 juin 2020,
en qualité de directeur général adjoint des eaux, forêts et chasses. Du 1er juillet 2020 au 7 novembre 2023, en tant que directeur général par intérim. Et du 8 novembre 2023 à ce jour, comme directeur général des eaux, forêts et chasses. Entre-temps, le 1er janvier 2024, j'ai eu l'honneur d'être admis à la retraite, mais vous m'avez maintenu au poste jusqu'à ce jour. Monsieur le ministre, je voudrais vous rassurer que je mesure pleinement l'ampleur de la tâche et les défis qui nous attendent. C'est pourquoi je voudrais humblement reconnaître ici à tous mes prédécesseurs et à tous mes aînés leur engagement louable pour une économie verte durable dans notre pays. Chers collègues fonctionnaires des eaux, forêts et chasses, nous voici à l'aube d'une ère de gestion durable des ressources floristiques et fauniques beaucoup plus axée sur les résultats. Notre savoir-faire et notre engagement individuel et collectif sont nécessaires pour restaurer les valeurs fondamentales de notre corporation et mériter la noblesse qu'elle dégage. Monsieur Hefoume a accompli avec beaucoup d'abnégation, de courage, de détermination, je pèse mes mots, et d'engagement, sa mission. Vous l'avez entendu, ça fait 8 ans, un peu plus que nous travaillons ensemble. J'ai été pleinement satisfait de son travail et je voudrais ici, au nom de toute la maison du cadre de vie et des transports et au nom des eaux, forêts et chasses, lui témoigner ma reconnaissance et ma gratitude. Et lui dire que la retraite n'est pas un arrêt d'activité, c'est juste un changement d'activité. Et sur le terrain de la foresterie, de la biodiversité et sur le terrain de l'environnement en général, il y a encore beaucoup de choses à faire, vous le savez. Vous êtes une ressource, vous êtes une personne ressource, ne l'oubliez pas. Continuez de vous mettre à la disposition de votre pays. Pour le colonel Adjinda, à qui je souhaite la bienvenue, je suis heureux d'avoir l'opportunité de travailler de façon proche avec vous. Je vous ai observé à distance. Vous avez dû comprendre que beaucoup d'éléments ont concouru à l'événement que nous célébrons aujourd'hui. Au Nigeria, les autorités de l'État de Kogi ont lancé un appel à l'aide lundi pour faire face aux inondations dévastatrices qui surviennent dans la région. Plus de 200 communautés ont dû quitter leur domicile et cela concerne au moins 2 millions de résidents dans l'État. Lors d'une visite à Kotonkarfe, le commissaire à l'information et à la communication de Kogi a décrit la situation comme une crise humanitaire imminente. King Stephen Wo a exhorté le gouvernement fédéral et les organismes donateurs internationaux à réagir rapidement pour atténuer les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes touchées. Selon les autorités, les inondations se sont multipliées au cours du mois dernier, frappant des zones densément peuplées, dont certaines parties de la capitale d'État, Lokoja. Le commissaire a expliqué que le gouvernorat de l'État avait ouvert 68 camps de déplacés à l'intérieur du pays pour héberger les sinistrés. Et des slogans exprimant la frustration et la colère contre le Rwanda, accusé d'être derrière le rebelle Dian 23. Des centaines de manifestants de Butembo, dans l'est de la RDC, sont descendus dans le riz ce mardi pour montrer leur soutien aux forces armées congolaises et surtout s'opposer à toute négociation avec les rebelles. Nous sommes derrière, nous les soutenons et nous les appelons à aller lancer les offensives. À partir d'aujourd'hui, nous comptons travailler derrière et pour combattre l'ennemi. Nos hommes sont occupés, c'est ce que nous demandons. Et nous les disons de dire non à tout ordre pour pas venir, les demandants des replis sans aucune justification, des messages politisés.
Cette colère éclate alors que la RDC et le Rwanda poursuivent des négociations à Luanda pour tenter de résoudre les conflits dans la région. Le Rwanda pousse chaque jour de dire qu'il y a des SDLR au niveau de la RDC, que nous devons les traquer. C'est l'argumentation du Rwanda chaque jour. Mais je considère ça comme une distraction totale. Raison pour laquelle nous demandons toujours notre gouvernement d'appuyer notre armée républicaine, d'appuyer notre FRDC pour la paix durable. Les manifestants ont également dénoncé des massacres perpétrés par le groupe terroriste ADF dans le Nord Kivu, massacres qui ont débuté en octobre 2014. Selon la société civile, on compte déjà plus de 17 000 morts. Ils sont en train d'être massacrés à Beni, à territoire de Lubero aussi. Nous disons c'est assez. Donner tous les moyens FARDC pour qu'ils puissent frapper le M23 et l'ADF. Et aujourd'hui, si je manifeste, c'est pour dire non aux négociations. Des opérations sont menées dans la zone entre l'armée congolaise et l'armée ougandaise, mais ces efforts n'ont toujours pas réussi à mettre fin définitivement à la violence. Dimanche 13 octobre, le président congolais, lors d'une réunion avec les officiers ougandais, Félix Tshisekedi a donné des instructions claires pour le renforcement de la coopération militaire entre la RDC et l'Ouganda afin d'éradiquer l'insécurité dans cette zone. Dans ce fourgon se trouvent des éléphants. Ils quittent le parc de Mwea à l'est de Nairobi, la capitale kenyane, pour celui d'Aberdare, au centre du pays. L'opération débutée lundi concerne 50 animaux. Objectif, désengorger la réserve de Weya, 42 km², victime depuis d'une surpopulation de pachydermes. La réserve nationale de Weya devrait accueillir à l'origine 47 éléphants. Mais ils se sont reproduits. Nous avons eu environ 156 pachydermes, provoquant une surpopulation. En raison donc de cette situation, nous avons vu des éléphants s'éloigner de la réserve nationale, s'installer dans les fermes et les maisons des gens, provoquant ainsi des conflits entre l'homme et la faune. L'opération contribue aussi donc à la résolution de l'épineux conflit homme-éléphant, les riverains dénonçant les effets des animaux sur leur habitat. La mesure est tout sauf une mauvaise nouvelle pour ces populations. Aujourd'hui, nous sommes très heureux parce que ces éléphants perturbaient notre quiétude. Ils dévastaient nos champs. Ils représentaient aussi une menace pour les enfants sur leur chemin de l'école. Même rentrer chez soi le soir a été un cauchemar. Aujourd'hui, nous sommes très heureux. Une deuxième phase de transfert de 50 autres éléphants est prévue, mais la date n'a pas été communiquée. La haute cour de Nairobi a tranché. La procédure de destitution du vice-président kényan Rigathi Gachagua se poursuivra. Après avoir été approuvé par l'Assemblée nationale avec 282 voix sur 349, cette procédure doit désormais passer devant le Sénat. Le vice-président avait saisi la haute cour kenyane afin d'empêcher cette prochaine étape qui pourrait mener à sa destitution. La motion déposée par un député de la coalition présidentielle liste 11 accusations contre le vice-président. Corruption, atteinte à l'unité nationale et insubordination entre autres. Soutenu par une équipe d'une vingtaine d'avocats, Rigathi Gachagua dénonce un complot lié au désaccord avec le président. Au Sénat, 45 voix sur les 68 seront nécessaires pour appliquer cette procédure de destitution. Pour l'heure, la Chambre haute du Parlement kényan n'a pas encore indiqué la date à laquelle ce vote aura lieu. Une zone aride en Afrique australe, signe de la sécheresse qui frappe la région depuis des mois. Cette absence de précipitations prolongées provoquée par le phénomène climatique El Niño
plonge cette partie du continent dans une crise alimentaire aiguë, alors que des dizaines de millions de personnes dans la région vivent de l'agriculture à petite échelle, irriguée par la pluie. Pour de nombreuses communautés, il s'agit de la pire crise alimentaire depuis des décennies. En Afrique australe, le mois d'octobre marque le début de la période de soudure et chaque mois devrait être pire que le précédent jusqu'aux récoltes de l'année prochaine en mars et avril. Selon le Programme alimentaire mondial, quelques 21 millions d'enfants d'Afrique australe souffrent désormais de malnutrition en raison de l'échec des récoltes. Aussi, les gouvernements des pays concernés appellent-ils à l'aide. Un nombre record de pays, Lesotho, Malawi, Namibie, Zambie, Zimbabwe, ont tous déclaré que leur crise de la faim était une catastrophe et ont demandé une aide humanitaire internationale. L'Angola et le Mozambique sont également gravement touchés. Le PAM a besoin d'environ 369 millions de dollars pour soutenir les populations en détresse, mais il n'a reçu qu'un cinquième de cette somme. Les bailleurs manquent à l'appel. La Cour pénale internationale renouvelle son enquête sur de nouveaux crimes commis par les rebelles du M23 en République démocratique du Congo. Le procureur de la CPI a annoncé se concentrer cette fois-ci sur le Nord Kivu. L'enquête portera en priorité sur tous les crimes présumés relevant du statut de Rome commis au Nord Kivu depuis janvier 2022. Cette annonce fait suite à la demande des autorités congolaises qui ont saisi à 2 reprises le bureau de la CPI pour qu'il mène des enquêtes sur la situation dans leur territoire. Il est entendu que la lettre de saisine fait référence à des crimes présumés commis par les forces de défense rwandaises et le groupe armé Mouvement du 23 mars. Le rapport final du groupe d'experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo, publié en 2024, a montré que le conflit du M23 avait exposé des millions de personnes à des violations des droits de l'homme et à des violences, notamment des déplacements, des privations, des exécutions extrajudiciaires et des violences sexuelles liées au conflit. Le Rwanda a depuis nié soutenir les rebelles du M23. Le parquet de Stockholm a confirmé mardi l'enregistrement d'une plainte pour viol sans citer de nom. Mais les médias suédois évoquent le capitaine des Bleus, Kylian Mbappé. L'attaquant du Real Madrid n'a pas été sélectionné avec la France pour la Ligue des Nations la semaine dernière et il aurait passé les journées de jeudi et vendredi en Suède. Les commentaires de Didier Deschamps. Mais ça sort de partout, n'importe comment. Entre faire la part des choses entre le vrai et le faux, j'ai l'impression que y a certains, ils veulent mettre tout sur le dos, quoi. Donc, je sais pas, ça sort, un fond, un tox. Si vous accordez du crédit à n'importe qui, quoi, ça vous amène sur des trucs, des fois. Mais bon, après, moi, avec ça, je prends beaucoup de recul, mais c'est pas une bonne chose pour l'équipe de France. Jeudi, Mbappé et son entourage se seraient rendus dans une boîte de nuit, selon un rapport d'un journal suédois qui affirme qu'un viol a été commis dans le centre de Stockholm et qu'une plainte formelle a été déposée auprès de la police locale samedi. Le prince héritier saoudien est arrivé mardi au Caire en Égypte, au centre de la visite de Mohamed bin Salman. La situation dans la bande de Gaza, mais pas seulement, les opérations de l'armée israélienne contre le Hezbollah au Liban figuraient aussi dans son agenda. Abdel Fattah al-Sisi et Mohamed bin Salman ont appelé à un cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne et au Liban. Outre ce volet sécuritaire dans la région, la coopération économique entre Riyad et le Caire a aussi eu voix au chapitre. La visite a donné lieu à la signature d'un accord pour encourager et protéger les investissements mutuels entre l'Arabie saoudite et l'Égypte. Un document portant sur la formation d'un Conseil suprême de coordination visant l'approfondissement de la coopération entre les deux pays a par ailleurs été paraphé, alors que l'Arabie saoudite doit investir 5 milliards de dollars en Égypte. Le dernier voyage officiel du prince héritier saoudien en Égypte date de 2022.